Bonjour à tous et à toutes. Allez, la vidéo que vous attendiez sur donc les polaires des vitesses et la vitesse des catamarans autour du monde. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo de la semaine dernière sur les postes de barre sur les catamarans, qui était assez instructive sur les différentes conditions en fonction de voilà, quand on fait une prise de mouillage ou quand on rentre au quai ou quand on est en montant. C'est une considération à prendre. La prochaine vidéo sera sur les dérives et les quillons, donc ça c'est intéressant. Mais là on va parler donc polaire de vitesse. Alors, et je vais vous expliquer pourquoi elles sont fausses et pourquoi vous n'aurez jamais un tas qui est marqué dans les polaires, quel que soit le bateau, quel que soit le constructeur et quel que soit qui vous ait dit. Donc, oui, je sais, vous allez me dire oui, mais Steph, tu vas nous parler de poids du bateau quand ils sont chargés, ça marche pas, etc. Mais pas du tout. Donc, ça va être dans la deuxième partie de la vidéo. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler d'un bateau qui sort du chantier. Donc, on ne peut pas faire mieux. On va dire qu'il est donc, dans sa version la plus light, si vous voulez. Donc, on n'a pas mis dedans le générateur, le dessal, l'annexe, le moteur de l'annexe. On n'a pratiquement pas mis de gasoil, on n'a pratiquement pas mis d'eau. Il est version light de chez light de chez light. Il est bien toilé comme il faut, donc il a sa grand voile, il a son génois, il a tout ce qu'il faut, son généqueur. On est, voilà, le bateau, il sort du chantier, il est prêt, on va faire les essais en mer et on essaye de faire les polaires. Ok? Alors, pour vous prouver ça, ce qu'on va faire, c'est que, comme on ne va pas faire de parti pris et que je ne vais pas vous trouver une polaire tordue d'un chantier tordu, on va aller de suite sur Internet et on va poser des questions à Google. Google va nous répondre. Et en fonction de ce que Google va nous répondre, je vais vous montrer la logique qu'il faut que vous ayez quand vous faites des recherches. Alors on y va, on va sur Internet, je vous passe sur l'ordinateur. Donc on va taper polaire des vitesses catamaran. On va chercher. Vous allez me laisser 2 minutes pour aller trouver quelque chose qui est intéressant. Donc voilà, je squeeze. Là on a une page qui est intéressante sur Fontaine Pajot, Lucia 40, et là en bas on a la polaire des vitesses. Voilà, Lucia 40 polar diagramme. Donc on va la prendre, on va l'ouvrir en grand, là, et on va la regarder. Alors, cette polaire des vitesses, elle nous donne des forces de vent, donc voilà, on nous dit que le bateau, il peut aller jusqu'à presque 16 nœuds quand il est au 110, hein, et que donc voilà, ça c'est donné dans des forces de 30, 25, 20 nœuds et 16 nœuds de vent. Donc, comme on n'y connaît rien et qu'on ne sait pas, on pose des questions à Google, donc on va demander à Google, à Wikipédia, la force de vent, voilà. Et Wikipédia va nous dire, donc entre 11 et 16 nœuds, on a des creux de 2 mètres. Entre 17 et 21 nœuds, on a des creux de 2 à 3 mètres. Entre 22 et 27 nœuds, on a des creux de 3 à 4. Et au-delà de 28, on a des creux de 4 à 5 mètres 50. Donc là, on va revenir sur notre polaire et on va la regarder. Et là, moi, si je ne suis pas trop bête et que je lis la polaire, je vous dis que cette polaire, elle devient ça. Voilà. Donc, si vous regardez, ça à droite, à gauche, pardon, vous avez la polaire qui vous monnaie. À gauche, vous avez la polaire d'un mec qui fait du bateau. Voilà. Donc la partie rouge, ça n'existera jamais pratiquement, hein, dans vos rêves les plus fous. La partie jaune, déjà, il faut avoir le cœur bien accroché. Donc, parce que si, à un moment donné, tu vas te promener, donc on prend 90 degrés du vent, on est d'accord? Donc là, quand on est à 90 degrés du vent, on a la vague à 90 degrés du bateau. Hein.
à 80 degrés du vent, on a aussi la vague pratiquement du côté. À 70 degrés, on a la vague bien du côté. Jusqu'à 100, 110, on peut dire qu'on a les vagues, elles nous arrivent bien tranquilles sur le côté du bateau. Et maintenant, tu te dis donc, dans 20 nœuds de vent, Wikipédia nous dit donc, dans 20 nœuds de vent, pardon, que on est dans 2 mètres de creux, à 16, à 20, on est entre 2 et 3 mètres de creux. Donc là, on a des creux de 3 mètres qu'on prend à 90 degrés du bateau. Donc déjà, je ne sais pas si tu as déjà pris des creux de 3 mètres à 90 degrés du bateau, mais c'est une expérience qui est sympathique. Et puis là, on va aller donc à 25 nœuds de vent. Donc là, on va avoir des creux entre 3 et 4, et après, ça va monter à 5 mètres. Et moi, je mets au défi qui que ce soit de prendre un kata de 40 pieds, de me faire un bord d'1 heure en prenant des creux de 5 mètres sur 190 degrés. Donc là, c'est le ticket pour la machine à laver. Si tu fais ça, ça va très mal. Et que tu es toilé pour avancer, parce qu'à un moment donné, tu mets tout ce que tu as, puisque tu veux faire de la vitesse. Parce que là, ils nous disent quand même, on est d'accord que donc dans 25 nœuds de vent, à 100 degrés du vent, donc là c'est là où on a les vagues, hein, en 90 pratiquement le mieux, on fait 14 de vitesse. Donc moi je voudrais te voir dans un kata de 40 pieds, avec des creux de 4 mètres, faire 15 nœuds de vitesse avec le bateau. Ça se passera jamais, à un moment donné, voilà. Et donc ça, bon là je parle même pas quand on est à 30 nœuds, parce que là on est sur des creux de plus de 5 mètres, donc là des creux de plus de 5 mètres sur le côté, tu n'iras jamais les chercher. Ce qui veut dire que dans la réalité des faits, si tu es un marin normal et qu'à un moment donné, tu ne veux pas casser ton bateau et tout faire, là ce que j'ai mis en rouge, qui ira rarement t'y promener, hein, tu vois, j'ai fait la ligne des 16 nœuds, donc là on est aux alentours des 18 sur cette ligne-là. Donc c'est là où tu vas commencer à dire 18 nœuds à 90 degrés du vent avec la mer qui va bien, ça commence à cogner. La partie jaune que j'ai mis là, donc déjà tu prends les vagues, parce que faut savoir que quand tu es dans 20-25 nœuds de vent avec des creux de 4 mètres, t'es pas en fuite puisque c'est des conditions où ça navigue, mais tu vas plutôt te mettre la vague 3/4 arrière, tu vas pas te la mettre au 100, où tu vas commencer, je sais pas si tu vois une vague qui arrive au 100, elle est à 10 degrés de ton travers, à 10 degrés du travers, elle va te prendre le kata, mais tu vas partir dans tous les sens. Ça va partir en surf quand tu es dans cette position-là, mais tu pars au désastre. Donc ce que tu vas faire dans des conditions comme ça, c'est que inévitablement, tu vas venir te mettre la vague plutôt sur l'arrière, aux alentours du 130, et puis tu vas aller monter tranquillement, et tu vas partir en surf dedans, ça va ralentir et tu vas revenir, tu vas aller jamais. Donc ce qui veut dire que cette polaire-là, elle ne marche pas, hein, personne n'ira là, et ça c'est théorique. Donc ces polaires-là, elles marchent sur un lac sans vague. Sur un lac sans vague, je veux bien, mais il n'y a pas de petit astérix qui dit ces polaires ne sont valables que quand tu n'es pas en mer. Voilà, parce que c'est des bateaux qui sont faits pour aller sur l'eau quand même, qui sont faits pour aller en mer. Et c'est valable pour des monocoques. Parce qu'il n'y a pas... Il faut être complètement inconscient, tu fais pas ça, je veux dire, pour aller te mettre à 90 degrés de la vague dans 5 mètres de creux, même avec un monocoque, parce que c'est la machine à laver assurée. Tu te vois aller aux toilettes et faire à manger dans des conditions comme ça. Non, bon, tu ne le tiendras pas, ce bord, et tu ne le feras pas, et tu n'iras jamais sur des trucs comme ça. Donc, ce qui veut dire que là, ce qui est donné à 30 nœuds du vent, 30 nœuds de vent, parce que là, c'est quand même c'est des vents apparents qui sont donnés. Hein. Donc là, quand tu tapes 30 nœuds de vent apparent et que tu es au 120, si tu fais 8 de vitesse, c'est qu'il y a 40 nœuds dehors. Donc 40 nœuds dehors, on est d'accord, il y a de la houle quand même là. Donc je pense pas que tu vas te la mettre au 120, tu vas plutôt te la mettre bien 3/4 arrière pour gérer tes surfs et faire les choses qui vont bien. Donc ne soyons pas foufous en regardant ces polaires de vitesse. Si on regarde ce que je viens d'expliquer là sur le diagramme, grosso modo, voilà, tu vas tenir 8 nœuds, donc c'est cette trace-là, ce qui est déjà énorme, hein, si tu arrives à tenir ça, aux alentours de 15-16 nœuds avec 2 mètres de houle, hein, 2 mètres de houle du côté, ça passe, c'est pas super confort, mais ça passe bien, il n'y a pas de problème, on prend ça dans les canaux aux Antilles régulièrement, puis ça, quand ça va commencer à souffler à 18 nœuds, bon, tu vas commencer à te dire, on va
plutôt on va plutôt tirer de bord que se mettre aux 90 degrés du vent. Donc c'est ce qui va se passer, donc on ne tirera jamais à ce 90 dans ces conditions. Donc voilà, quelle que soit la taille. Et alors, il faut se rappeler que là, on est en train de parler d'un Lucia 40, donc c'est un 40 pieds. La largeur d'un Lucia 40, je dois l'avoir dans mon tableau où j'ai tous les catamarans du monde. Normalement, là, le Lucia 40, tirant d'eau, largeur totale, 6 mètres 61. Donc là, on est d'accord, 6 mètres 61, c'est pas un bateau qui est très large. Quand tu as un creux qui arrive et que tu es sur la pente comme ça et que la vague elle arrive, voilà, évite de le faire. Donc voilà, c'était pour les polaires, les ingénieurs qui font les polaires, à un moment donné, voilà, sur le côté là, il y a une zone, on n'y va pas, c'est après que ça marche. Et plus il y a du vent, moins la polaire elle est vraie en fait. Voilà pour les polaires. Vous savez que c'est tout ça, c'est théorique et qu'il ne faut pas aller faire des coups là-dessus. Maintenant qu'on sait que voilà, on ne peut pas se baser là-dessus et qu'on va commencer à penser vitesse de bateau autour du monde, il faut savoir que il y a une inégalité dans la taille de bateau et de sa vitesse de croisière. Et alors, on sait que sur un monocoque, la vitesse limite, les racines carrées de la ligne de flottaison fois un coefficient qui est souvent 2,3, 2,4. Donc ça, c'est la vitesse limite du bateau parce qu'il tire de l'eau. Sur un kata, cette règle-là ne s'applique pas, mais il s'avère qu'un kata, il est très susceptible au poids. Et plus il va être, enfin, moins il va être dans ses lignes et moins il va être capable d'avancer et il va tirer de l'eau. Et là, il y a une inégalité sur la taille des bateaux, puisque que vous partiez autour du monde sur un kata de 50 pieds ou que vous partiez autour du monde sur un kata de 38 pieds, la charge que vous allez mettre, ça va être pratiquement la même. Parce que c'est pas une personne de plus ou c'est deux couples qui changent le poids du bateau. Ce qui fait ce que l'on met dans le bateau, c'est que on va y mettre une annexe, un moteur d'annexe. Donc là, quelle que soit la taille du bateau, il y aura une annexe, un moteur d'annexe. Hein. Normalement, on va prendre une annexe rigide, un moteur d'annexe. Donc même si on gagne 10 ou 15 ou 20 kilos là-dessus, ça ne va pas changer le truc. On va avoir, donc si on part confort, on va avoir un générateur, on va avoir un dessal. On va remplir nos cuves de gasoil, d'eau. Je ne vous parle pas de ceux qui mettent des réservoirs de gasoil latéral sur le pont quand ils partent en transat parce qu'ils ont peur de se retrouver au milieu de la pétole là-bas. On va mettre donc tout notre matériel de snorkeling, on va mettre le bouquin, on va mettre toute la cuisine qu'on va équiper et on y va, tous les pare-battes, tous les lignes, la chaîne, le ci, le là. Donc, in fine, quand tu fais le ratio de taille et que tu fais le ratio que tu as chargé, tout est le même. Hein, la seule chose qui va changer un petit peu, donc ça va être la taille de la chaîne, la taille de ton ancre, la taille des winches et de gréement. Donc voilà, plus on monte en taille, plus le bateau il est lourd. Mais plus le bateau il est lourd, plus ce qu'on va nous mettre à bord par rapport à la ligne de flottaison va rester constant. Parce que c'est pas parce que tu as un 60 pieds que tu vas amener ta maison à l'intérieur et que tu vas mettre ta voiture. Non, tu vas peut-être mettre un sac de fringues de plus. Mais qu'est-ce que tu vas amener de plus voilà, si tu es fan de plongée, avec tes 42 pieds ou tu as 50 pieds, tu es fan de plongée, donc tu auras ton matos, tu auras tes bouteilles, tu auras tes plombs, ta stab, etc. Ton matériel de pêche, tes caisses à outils, c'est les mêmes. Je vois pas pourquoi on aurait une caisse à outils plus grosse, parce qu'on a un gros catamaran qu'un petit catamaran. Donc in fine, il faut savoir que plus vous allez choisir, et c'est une question de budget avant tout, mais plus vous allez choisir un catamaran qui est petit en taille, ou moyen en taille, pour pas vexer qui que ce soit, plus vous serez inégaux avec quelqu'un qui a un catamaran plus grand que vous, parce qu'in final, vous avez mis la même charge d'apport à bord, même si il peut ramener, il peut mettre 200 litres d'eau de plus que vous, au pire c'est un dessal, tu ne remplis pas à fond tes réservoirs. Donc au final, vous allez mettre la même charge à bord, sauf que lui, il a un bateau qui peut encaisser beaucoup plus de charge que toi. Donc ce qui va faire, in fine, qu'il va marcher mieux que toi. Déjà, il est moins chargé de nature, puisque vous avez mis la même charge, mais lui, il peut en encaisser plus. Et normalement, il a plus de toile.
Donc il va marcher normalement plus vite que toi. Et c'est une des raisons pour laquelle, si vous regardez un petit peu, ils mettent les flybridge sur des katas qui commencent à avoir une certaine taille. Souvent, ça commence là, autour des 45 pieds. Donc le flybridge, ça fait monter d'un étage la hauteur du bateau. Et qu'est-ce qu'on fait? La baume est plus haute, donc forcément, on ne met pas un mât qui fait 4 mètres de plus. Hein, on reste dans les tailles de mât normales, etc. Donc on a moins de surface de grand voile. Mais c'est pas très grave parce que, in fine, comme le bateau, le ratio de charge par rapport à un plus petit bateau qui a eu un meilleur ratio de surface de voile, il est moins chargé parce que vous amenez la même chose à bord. Finalement, il va marcher vite quand il va marcher bien quand même. Donc voilà. Donc sur les vitesses de bateau autour du monde, il faut savoir que, honnêtement, quand on regarde un petit peu là-dessus, le plus intéressant, c'est d'aller sur le rallye qui s'appelle, j'ai perdu le nom, l'Arc, voilà, qui part tous les ans et qui part de Gran Canaria aux Canaries et qui va en direction des Antilles. Et si vous regardez, c'est une flotte de bateaux, hein, les gens font partie de ce rallye et tout le monde donc, est dedans, il y a des monocoques, il y a des catamarans, etc., etc., etc. Si vous regardez au final, les katas ne vont pas plus vite que les monocoques, ou les monocoques ne vont pas plus vite que les katas. Tout le monde est pratiquement en train de se suivre à l'arrivée, on est en train de parler de... Parce qu'il faut savoir que sur une transat, un demi-nœud de vitesse, à la fin, c'est un jour. Hein, parce que un demi-nœud de vitesse sur 24 heures, c'est 12 000 jours. Sur 10 jours, c'est 120 000, donc 120 000 c'est pratiquement un jour déjà, tu vois. Donc le mec qui fait un demi-nœud, si toi tu traverses en 20 jours, lui il t'a pris 2 sur 20 jours, ça fait 240 000. 240 000, le mec il t'a pris 2 jours. Donc voilà, entre un bateau qui fait 5 et un bateau qui fait 5, c'est 2 jours à l'arrivée. Donc 2 jours à l'arrivée, ça paraît immense, tu vois, mais il est arrivé 2 jours avant. Oui, mais c'est jamais que 0,5 de moyenne en plus. Pas, tu vois, 0,5 de moyenne quelque part. C'est pas non plus le bout des haricots. Donc voilà, c'est sûr que si tu marches mieux d'un an et demi que ton collègue à l'arrivée, ça fait une grosse différence. Hein, parce que là, on parle de 4 à 6 jours, donc pratiquement une semaine de plus hein, sur une transat où vous partiriez de Gran Canaria et que vous irez directement au Cap-Vert. Ça peut faire 20 jours si vous tapez du 5 et puis vous pouvez faire beaucoup moins si vous tapez du 6,5 forcément. Et il faut savoir que là-dessus, il ne faut pas non plus s'enorgueillir de dire, je discute avec beaucoup de gens hein, qui me disent oui, moi j'ai fait de la régate, je veux un bateau qui marche, machin, etc. Ce que je comprends très bien, moi aussi j'adore quand ça marche bien et qu'on avance, mais il faut savoir que quand on est en équipage restreint avec sa compagne et avec peut-être ses enfants, et que ça fait 6 jours qu'on est déjà parti et que le soir à 19 h, tu vois que c'est chargé et que tu as la fatigue dans les pattes, tu vas peut-être te dire que tu vas arrêter de lui tirer dessus à ton bateau et tu vas naviguer relax, tu es en équipage restreint et tu vas faire comme tout le monde, tu vas ouvrir un petit peu d'AGV, tu vas écarter un petit peu du truc et tu vas prendre une allure qui va bien. Certains, moi c'est pas ce que je fais, mais vont même jusqu'à prendre des riz la nuit pour être sûr que si jamais il y a un grain la nuit, mais ils n'ont pas une manœuvre à faire en plein milieu de la nuit, etc. Et voilà. Donc in fine, quand vous partez comme ça, même si vous avez un bateau qui est plus rapide et que ceci et que cela, on a plutôt tendance à pas trop leur tirer dessus quand on fait des longues traversées et quand on est en équipage restreint. Et plus la traversée est longue, moins on lui tire dessus. Alors c'est sûr que on fait un petit peu on a tous des bons égaux, donc quand on se fait les canaux voilà, entre les îles, je parle des Antilles parce que c'est là où souvent on rigole le plus. Voilà, tu as un bateau qui part en même temps que toi, tu le regardes, tu regardes son cap, tu te dis allez je me le fais. Et hop, t'es parti, tu pars de la Martinique, tu vas à Sainte-Lucie et tu essayes de le tenir ou lui passer devant. Et puis voilà, le mec il fait la même chose mais il te le dit pas, hein, tu le contactes jamais à la radio, tu le connais pas. Et voilà, tu as joué avec ton ego, tu t'es fait plaisir, tu as poussé ton bateau, tu as traversé voilà, 25 000, donc on est en train de parler de 4 heures de balade, mais tu fais pas la même quand tu es au milieu de la mare et que tu vas traverser le Pacifique, tu n'es pas en train de faire la course avec ton copain. Bien au contraire, tu es en train de taper à la VHF, il y en a un des deux qui va plus vite,
figure, c'est ralentir son bateau, et on essaie de se balader ensemble. Donc, à mon humble avis, et ça ne regarde que moi, et donc on reviendra là-dessus sur le choix des bateaux, dans les choix qu'on va faire des catamarans. Là, on vient de faire le poste de barre, on va faire dérive ou pas dérive, et puis derrière, on va faire le choix du bateau, et je mets petite information sur mes pensées, puisque on ne va pas se tirer la bourre tout le temps et qu'on va plutôt privilégier le confort de sa famille et de sa compagne, et qu'avec un peu de chance, comme fait tout le monde, on va trouver un bateau copain et puis on va aller se balader avec, et que faut avoir beaucoup de chance pour que le bateau copain soit le même que le nôtre et qu'il aille aussi vite et que machin, donc il y en a un ou deux qui va attendre l'autre. Au final, s'orienter sur une machine de guerre qu'on va pas... je vais vous dire honnêtement, donc le gunboat, donc sur la remontée entre Singapour et la Thaïlande, donc je l'ai ramené de Chine, on a fait Chine-Hong Kong, Hong Kong-Singapour, one shot. Dans cette traversée-là, on a pris une queue de typhon, puisque notre connexion Internet satellite n'a pas marché. Le typhon on avait calculé sa route pour passer derrière, et il s'est arrêté au milieu, il a fait 48 heures de stop, il a continué. Et quand avec un bateau qui tire à 14-15 nœuds de moyenne, tu rattrapes vite de la route, et bon bref, on a pris la queue derrière, donc on avait beaucoup de mer. Et donc bref, sur la remontée de Singapour, le bateau a été livré au propriétaire, donc le propriétaire est à bord, Stéphane, et il a toute une partie de ses potes qui sont venus, donc j'ai une quinzaine d'Allemands à bord, on est 17 je crois sur la remontée, donc ça passe les nuits à picoler, à faire la fête à bord, et on remonte sur Phuket, et une après-midi on a une brise qui est assez jolie, donc le long de la Malaisie il n'y a pas trop de vagues, voilà, ça marche bien, et ils me disent vas-y Stéphane, mets-nous sur un flotteur. Là, le propriétaire me dit vas-y, mon collègue il est aussi millionnaire que moi, si on casse il paye. Et donc on lui tire sur la gueule, parce que les bateaux sont faits pour ça. Alors, déjà, quand tu mets un Qatar 60 pieds qui vaut 4 millions d'euros sur un flotteur, et que c'est toi le capitaine, et que tu n'as pas envie de te retourner, et que tu as enlevé toutes les sécurités, parce que les systèmes de sécurité, je peux te dire que tu fais première heure, tu fais pas le malin, au bout d'un moment tu joues un peu plus, tu te rends compte que bon, tu peux le monter. Alors c'est hyper grisant, c'est super, tu as tout l'équipage qui est sur le côté, assis comme en régate, avec les pieds qui pendent, tu as Skata qui est sur une truc, tu as un mec à la GV et un mec sur ta voile d'avant, toi tu es à la barre. Mais honnêtement, c'est bien 2 heures, mais tu fais pas ça quand on a traversé et qu'on est descendu sur Hong Kong, etc. On était 4 à bord, j'étais avec ma compagne de l'époque et donc le patron de la marque, Peter Johnson, et sa collègue. Honnêtement, le bateau marchait, mais la nuit, on n'était pas tout dessus pour essayer de battre des records de vitesse. La nuit, on était plutôt le pied sur le frein, en train de dire ah bon Steph, bon là on fait 16 de moyenne, cette nuit si on pouvait faire que 12 et la faire tranquille, ce serait pas mal. Oui, on va faire comme ça. Et on a enroulé, donc on avait un screecher à l'avant, on mettait le foc, on laissait de la GV, bon je laisse qu'on prenne la grosse baston. Mais la nuit, on réduisait parce que c'est des machines où tu n'as pas envie à 2 h du matin de te faire peur. Donc honnêtement, même si voilà, tu as un bon ego, tu arrives sur Gibraltar, petite anecdote, il y a un appel à IS, il y a un appel VHF qui dit voilà, tel bateau sur tel cap, machin, je vous ai sur la IS, mais je vous ai pas en visuel. Donc là, j'écoute, il donne la position du bateau, c'est nous. Je prends la VHF, je réponds au mec et je lui dis non, voilà, Sailing Vessel Moonwave, machin, etc., etc. Mais il dit non, c'est pas vous, ça peut pas être un voilier. Okay. Je approche, le mec refait une annonce 2 minutes plus tard. Je reprends la VHF, je lui réponds, c'est bien ma position. Il me dit non, non, c'est pas vous, le bateau que je regarde, il a 17 nœuds. Et là je réponds, mais oui, c'est bien nous, on fait 17 nœuds. Voilà, on était à 17 nœuds sous spi, en train d'envoyer comme des boulets. Le mec, sur son porte-conteneur, il voyait un point arriver à 17 nœuds, et il ne se doutait pas que c'était le Kata bleu qui était là, qui arrivait plein de balles. Voilà, ça te fait plaisir, tu joues, et honnêtement, c'est des bateaux, si j'étais en couple et que j'avais les moyens de m'acheter un catamaran, je
vous dire que la dernière chose que je m'achèterai, ce sera un logbook, parce qu'il faut le surveiller comme sur le feu. Donc là, il faut un équipage, il faut des gens qui sont qualifiés, et chaque fois que tu navigues, tu es en train de faire de la voile, quoi. T'es pas, et tu fais pas ça quand tu es autour du monde avec ta compagne et tes enfants. Donc c'est pas l'option que je prendrai, et pour ceux qui prennent ces options-là, soyez sûr que votre compagne, quand elle va faire ses quarts de nuit et qu'elle va être responsable du bateau, qu'elle sera sous autopilote et que ça va monter, qu'elle voit les vitesses qui commencent à monter, le bateau qui fuse, qui part sur les surfs et qu'elle voit marquer 12, 13, 14, etc. En général, les compagnes, voilà, elles ont plutôt tendance à me dire, écoute, tu veux pas qu'on ralentisse un petit peu là, on va enrouler du génois, on va... Parce qu'elle est plus tranquille quand ça va plus lentement et qu'elle peut tranquillement aller se faire un petit thé et que la nuit se passe bien et qu'on regarde les étoiles. Ce que je comprends très bien. Donc, pour les vitesses de bateau autour du monde, ne cherchez pas, ne regardez pas, voilà, telle marque, celui-là marche mieux que celui-là marche mieux que celui-là, celui-là marche mieux que celui-là. Au final, on est tous des chauffeurs de camping-car, moi le premier, qui essayons de faire un petit tour du caillou dans des conditions les meilleures possibles, en profitant, en buvant des coups à des copains, en mangeant un truc et en pêchant. Voilà, c'est ce qu'on fait. Donc, voilà ma pensée. Hein, les polaires, la vitesse autour du monde, mettons nos égos de côté et allons-y à la course. Les polaires sont pas bonnes et nos bateaux sont blancs. Voilà, j'espère que ça aura un petit peu calmé quelques esprits. Alors, pas de commentaires sur la vidéo, mais je pense qu'il y en a plein qui doivent avoir les cheveux qui s'hérissent. Mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai passé 20 ans sur les bateaux et plus de 6 ans sur les katas. Honnêtement, je suis très bien sur les bateaux qui avancent pas très vite et qui vont bien. Ça ne me gêne pas du tout, aussi bien que sur les bateaux qui vont très vite. Prochaine vidéo, on va parler dérive et quillon. Et là, il y a pas mal à dire parce que la tenue de route des bateaux dans du gros temps, gros portant, gros près, il y a des choses au mouillage, il y a plein de choses, il y a les manœuvres avec, qui font que ça peut rentrer dans le choix et on va voir si on prend ça dans nos considérations ou pas. Je vous remercie à tous et à toutes, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt. Donc la prochaine sur les dérives sera une vidéo qui sera réservée aux gens qui prennent le pack catamaran. La prochaine vidéo qui sera libre, je pense que je vais vous expliquer, vous expliquer quoi que ce soit, mais vous raconter une ou deux de mes aventures sur du gros temps et que même avec énormément d'expérience, parce que les deux fois où j'étais dans du coup, enfin, ou en kata, voilà, c'était cette descente-là, et j'ai pris une autre fois dans le Gulf Stream avec mon ami Fischer et son agoud. On a carrément le rail Arken de la GV qui s'est arraché en tête, et je vais vous raconter voilà, pourquoi, comment on a géré ça, comment ça s'est passé, quelles en étaient les raisons, et les fiabilités des bateaux, comment les bateaux vivaient la mer, et un petit peu le ratio. Et je vais vous raconter aussi une balade sur un Nolutera 60 entre la Frasse ou la Corse, où je suis sur un bord de travers, et justement j'ai la houle latérale, et je me dis là, si ça continue comme ça va pas bien se passer. Donc voilà, ça peut être intéressant, je partage ça parce que je pense que certains vont me dire on s'en fout de ces histoires, je comprends très bien, mais d'autres pourront peut-être se servir de ces anecdotes et de ces expériences pour voilà, plus tard, si un jour ils sont dans ces conditions-là, se dire tiens, Steph il avait géré comme ça, et je pense que la sécurité c'est quelque chose qu'il faut qu'on partage ensemble. Le reste de la technique, je n'ai aucun intérêt à aller partager de la technique avec des gens, parce que après j'ai des téléphones dans tous les sens, etc. Alors que là c'est limité à un nombre, ça me permet d'être beaucoup plus en contact. Je ne peux pas avoir 15 000 personnes qui m'appellent pour me poser des questions. Donc là sur la technique je suis obligé. Mais par contre la sécurité c'est quelque chose qu'il faut qu'on donne, parce que la sécurité en mer ça fait qu'on sauve des vies et qu'on évite à des gens de faire des bêtises, et ça me fait très plaisir voilà, qu'on puisse échanger sur ces sujets-là. J'en fais pas plus, je vous remercie à tous et à toutes, je vous dis donc à la semaine prochaine ou à la prochaine vidéo. Merci, bye bye.